les rendez-vous de la Viso. Et ce matin, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Coralie Abraham-Palti en studio. Bonjour Coralie. Bonjour Lise. Alors Coralie, vous faites partie activement de la section Aviv de la Viso et nous avons une invitée aujourd'hui, Rachel Trèves, qui est psychologue clinicienne et que je salue. Bonjour. Bonjour. Alors Rachel Trèves, vous êtes psychologue clinicienne. Depuis 10 ans, vous accompagnez des hommes et des femmes qui sont engagés dans un parcours de PMA. Donc PMA, on le rappelle, c'est la procréation médicalement assistée. Vous recevez vos patients au CESOS, le Centre d'études de conservation des œufs et du sperme de Cochin, mais aussi en cabinet privé. Vous co-dirigez également un DU, le psychisme face à la naissance. Et très récemment, vous avez réalisé un podcast. Parcours. Donc une spécialité qui est au cœur de l'actualité à l'heure où de plus en plus de couples ont du mal à avoir des enfants, un couple sur 4 en France par exemple, à l'heure où il y a une pénurie de donneurs et où les mentalités évoluent, également à l'heure où la législation a changé. Nous y reviendrons. En tout état de cause, le désir de créer une famille et le désir de transmission est au centre des préoccupations de vos patients. Alors Rachel Trèves, comment décririez-vous votre mission auprès de ces personnes ? C'est une bonne question. Je n'ai jamais pensé mon métier en tant que mission. Moi, j'ai l'impression que la place du psychologue dans les services de procréation médicalement assistée est essentielle. Je pense que c'est une place à la fois auprès des équipes médicales et à la fois auprès des patients. Et du coup, je pourrais vous dire que finalement, c'est ouvrir une porte où des patients viennent déposer leur histoire, raconter ce qui se passe pour eux, dans toutes ces difficultés, finalement, de ne pas réussir à avoir un enfant facilement comme les autres. Et donc, offrir cette possibilité d'écoute et d'échange qui me semble être très précieux. Alors, cette spécialité, vous l'avez choisie très tôt. Dès 2009, vous êtes psychologue à temps plein à l'hôpital de Clamart dans le service PMA et maternité. Quel a été votre cheminement pour en arriver là et est-ce que cette vocation a été comme une évidence ? Je ne sais pas si cette vocation a été comme une évidence, parce que je pense qu'à 18 ans, quand j'obtiens mon baccalauréat, je ne suis pas aspirée par la psychologie directement, mais j'ai grandi, moi, avec une mère qui est psychiatre et psychanalyste et qui travaillait autour de toutes ces questions de procréation. Donc j'en avais toujours entendu parler. Et ça m'a toujours intéressée. Mais il y a ce moment-là où on sort du bac, on a 18 ans et on ne se dit pas mais si je faisais un peu la même chose, si je marchais dans les pas de ma mère. Et j'avais donc cette sensibilité-là quand même que très tôt dans ma vie. Et au bout d'un an d'un peu d'errance, de savoir si j'allais faire de la communication, du droit et tout ça, je me suis dit non mais fais de la psychologie, c'est quelque chose qui t'intéresse. Donc là, je me suis lancée à l'université à Paris et j'ai adoré ces études. Et après, la spécificité, du coup, quand je finis mes études, que je pars 1 an aux États-Unis et que je m'intéresse à toutes ces questions de procréation, de maternité, de parentalité, effectivement, quand je reviens, je m'inscris tout de suite dans cet univers de la PMA. Ouais. Et du coup, on peut peut-être revenir rapidement sur votre année d'études aux États-Unis où vous avez du coup eu accès à des cours et des études qui étaient en avance sur le sujet par rapport à la France. C'est vrai que l'année 2008, en fait, en France, ça s'est développé beaucoup là, ces dernières années, mais il y avait une avance un peu aux États-Unis sur déjà la façon dont ils travaillent, la façon dont... Bon, après, il y avait le côté aussi où le soin est payant, donc ils ont plus accès à la recherche, il y a des choses qui devançaient, et toute la question des mères porteuses, la question des donneuses, tout ça était très intrigante pour moi, parce que c'était pas du tout le même accès qu'il y avait en France, en tout cas dans cette liberté de réflexion et de recherche. Et dans les différents choix possibles, j'imagine, d'accompagnement. Oui. Alors, on ne se doute pas de la diversité des parcours de vie qui se cachent derrière la démarche de la PMA. Vous en croisez beaucoup des trajectoires différentes dans votre cabinet. Quels sont les différents profils et les problématiques que vous croisez au quotidien ?
Ouais, alors effectivement, il n'y a pas de profil robot du patient en PMA. En plus, même quand c'est des couples hétérosexuels comme ça l'a été vraiment pendant des années, parce que c'est tout récent finalement qu'il y a eu, on en reparlera peut-être, l'ouverture des lois de bioéthique et l'accessibilité à des couples autres qu'hétérosexuels à la PMA. Donc effectivement, mais même au sein des couples, toutes les histoires de vie, de comment on rentre finalement en parcours d'assistance médicale à la procréation est de toute façon très diverse. Après, c'est toujours, ils ont peut-être ce point commun qui est ce désir d'enfant qui les unit, qui est aussi ce parcours qui est long, douloureux et compliqué et qui met à mal de toute façon la personne dans sa singularité, ça c'est sûr. Après, oui, aujourd'hui, j'ai de plus en plus de femmes célibataires, des couples qui sont homosexuels et qui ont maintenant le droit de le faire et qui, de toute façon, après, trouvent aussi une place dans les consultations avec... en tout cas avec moi et avec les psychologues en France. La consultation est un passage obligé, il me semble, quand on est donneur ou quand on est receveur. Ça fait partie du protocole. Tout à fait. En fait, la France est encadrée par des lois. Et dans les lois, en tout cas, quand on souhaite donner ses gamètes, c'est-à-dire son spermatozoïde ou ses ovocytes, on rencontre un nombre de médecins, des biologistes, des gynécologues, mais aussi des psychologues. Et pour moi, c'est pas tant que ce soit obligatoire qui est intéressant, c'est surtout leur offrir, un peu comme vous me demandiez ma mission, aussi un moment où ils se posent et déposent leur histoire de pourquoi ils viennent donner, qu'est-ce que ça représente pour eux ce don-là. C'est pas juste mécanique et Bien sûr. On vient pas juste donner une cellule. Et pour moi, c'est essentiel de pouvoir prendre le temps pour les donneurs et les donneuses au centre du séco. Et j'imagine que certains décident de renouveler les consultations, d'en faire davantage. Combien de temps dure une consultation justement avec des donneurs et donneuses avec vous? Alors maintenant, il y en a même 2 qui sont proposés, deux consultations, ce qui me semble très intéressant, surtout dans la question de la temporalité, qui est très précieuse, nous, en thérapie, en tout cas, pour cheminer toute cette démarche-là. Et c'est 1 heure, je pense qu'on prend vraiment 1 heure à chaque fois. Et oui, parce que c'est pas rien et c'est vraiment très intéressant, en plus d'être dépositaire, en fait, aussi de leur histoire. Mm-hmm. Et après, on fait aussi des entretiens avec les couples qui vont recevoir. Alors, quelle liberté peut apporter cette procréation médicalement assistée et quels sont les bienfaits qu'elle va pouvoir donner au psychisme? Parce qu'en fait, on parle souvent d'une liberté, du coup, plus grande. Vous me disiez que la liberté, c'est le choix. C'est surtout avoir le choix. Alors, qu'est-ce que vous avez pu noter comme bienfait lors de vos accompagnements? Là, c'était plutôt par rapport aussi à la liberté, peut-être par rapport à l'ouverture des lois de bioéthique sur les femmes célibataires autour de ça. Tout à fait. Oui, effectivement, c'est tout récent qu'on peut congeler, offrir en tout cas la possibilité à des jeunes femmes de moins de 40 ans de congeler leurs ovocytes si elles n'ont pas de désir d'enfant ou de partenaire de vie à ce moment-là. Et donc, effectivement, on peut dire que c'est une avancée féministe, qu'elles se sentent libres de procréer au moment où elles le souhaitent ou au moment où elles rencontrent peut-être quelqu'un. Effectivement, moi je pense que ça c'est une avancée considérable. Après, moi qui les écoute, ces femmes et qui les accompagne, je pense que parfois c'est pas si facile finalement une fois après avoir congelé de se dire mince, maintenant que j'ai des ovocytes congelés, est-ce que je dois forcément les utiliser? Est-ce que je dois me lancer dans une maternité? Donc ce qui est très important, c'est oui d'avoir le choix de le faire, ce possible qui s'offre aux femmes. Après, je pense qu'il faut pas confondre avec la liberté. Je sais pas si ça libère, tant. Oui. Finalement, psychiquement, si on parle de ça engage aussi ailleurs. Mm-hmm. Alors, justement, Rachel Trèves, les personnes malades et atteintes de cancer sont les cas de figure les plus sensibles. Quel accompagnement est-ce que vous pouvez leur proposer lorsque la peur de mourir se mêle à l'envie de procréer? La PMA peut-elle leur permettre de s'accrocher à la vie? La mort, il y a un lien très ténu en fait. Ouais, c'est tout à fait juste ce que vous dites. Et la prise en charge donc, dans les patientes qu'on reçoit aussi dans les services de procréation médicalement assistée, qui ne viennent pas pour faire de la PMA, qui ne sont pas en couple, qui n'ont pas un projet d'enfant, en fait, elles viennent là parce que leur traitement de chimiothérapie risque d'altérer leur fertilité. C'est ça. Et donc, avant tout traitement, quand elles ont moins de 40 ans, on leur propose de congeler ces ovocytes, ces précieux ovocytes, pour qu'une fois guéries, si elles ont un désir d'enfant et si elles le souhaitent, on
pourra essayer. Oui, pour qu'elles puissent. Oui. Exactement. Et donc, moi, dans une recherche que j'avais menée et dans tous les échanges et avec ces patients, on remarque à quel point c'est essentiel pour elles, même malades, de se projeter dans l'après-maladie et de se dire peut-être qu'après, quand je serai guérie, il y a ces ovocytes et il y a ce possible d'une maternité, là où, comme vous dites, elles sont assez effractées dans leur vie. Et des fois, c'est une projection qui arrive assez tôt parce qu'il y a il y a des jeunes femmes qui ont à peine 30 ans, qui apprennent qu'elles ont un cancer. Et du coup, elles doivent se projeter tout de suite dans ce choix qui va arriver plus tard, alors même que, voilà, elles pensaient avoir tout le temps devant elles. Ouais, mais c'est comme vous disiez, de télescoper la crainte de mourir et l'envie de maternité, c'est assez périlleux. Oui. Alors, il y a une nouvelle loi de bioéthique en France et la liste d'attente, du coup, devient longue pour les femmes célibataires qui souhaitent s'engager dans une PMA. Quel a été l'impact de cette nouvelle loi dans votre activité? Puis peut-être que vous pouvez nous expliquer aussi ce que ça permet aujourd'hui, cette loi en France? Oui, tout à fait. Donc, la France est régie par des lois de bioéthique depuis 1994 et elles sont révisées comme ça toutes les 10 ans à peu près. Et là, cet été a été votée l'ouverture aux couples de femmes et aux femmes célibataires la possibilité d'avoir recours à de l'assistance médicale à la procréation. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'elles sont en fait assez nombreuses à venir du coup au Sécos. Donc, c'est là où elles peuvent faire une demande de don de spermatozoïdes. Elles sont nombreuses et effectivement, je pense que les équipes médicales ne sont pas armées au niveau humain, pas psychique, pour faire face à toutes ces demandes-là. Mais je pense que ça va être le temps que ça se régule. Et on ne s'y attendait pas à une telle affluence? Je pense qu'on avait minimisé le nombre de femmes qui se lanceraient, parce que c'est pas si simple de faire un enfant seul et de se lancer. Mais en fait, finalement, cette ouverture de possible leur a donné accès à ce désir-là. Et en parallèle, il y a de moins en moins de donneurs, il me semble. Il n'y a pas tant moins de donneurs, justement, c'est assez curieux parce que moi qui fais ces entretiens, et je pense que mes collègues partageront cet avis-là, il y a pas mal de donneurs qui arrivent et en fait, il y en a plus qu'avant. Je pense que les milieux, en tout cas homosexuels, ont été très sensibilisés par la question. Et donc, non, il y a pas mal de donneurs. On parlait de rareté de gamètes dans les médias. Il y a eu, et c'est surtout les dons d'ovocytes qui restent encore plus compliqués parce que la procédure est bien plus engageante, en tout cas physiquement. Et donc, ça reste toujours un peu, mais au niveau des dons de sperme, c'est pas mal. Alors, vous avez réalisé aussi un podcast passionnant, Parcours. Ça fait 6 mois que vous avez lancé ce podcast à peu près? C'est sorti en mi-septembre. Il y a 8 épisodes. Et du coup, vous avez donné la parole à des personnes justement très différentes qui ont suivi un parcours de PMA. Quel était l'objectif derrière ce projet, ce très beau projet? Merci. L'objectif, je pense que effectivement, ça m'a fait sortir du cadre parce que la plupart étaient de mes patients, donc qui étaient dans le cabinet. Je les ai fait venir en studio et je les en remercie encore aujourd'hui. Et c'était, je pense, j'avais envie de leur donner la parole. Moi, j'étais dans mon cabinet, j'entendais leur histoire tellement passionnante. Et je me disais, mais j'ai envie qu'ils soient écoutés par plus et que ça fasse écho et résonance dans les histoires communes. Et à la fois aussi, pour tout le monde, de savoir qu'est-ce que c'est que ces parcours, ces attentes. Voilà, c'était ça mon objectif aussi. On le trouve sur quel support? Donc, c'est un podcast qui a été produit par Slate, slate.fr, mais il se trouve sur toutes les plateformes, que ce soit Deezer, Spotify, Apple, toutes les plateformes. Parfait. Exactement, donc c'est Parcours au pluriel. Alors, vous avez aussi votre propre histoire de transmission plus personnelle dans votre famille et de grandes valeurs. Qu'est-ce qui vous a influencé du côté de votre histoire familiale et qui ont peut-être marqué un petit peu votre personnalité, ce que vous êtes devenu aujourd'hui? Parce qu'à la Viso, on aime bien parler de transmission aussi. Ce que je suis devenue aujourd'hui, c'est sûr que je pense qu'on ne peut pas dire que c'est pas en lien justement avec cette transmission qui n'est pas tant toutes les questions qui nous intéressent de la génétique, qui est la transmission par la parole et je pense par l'agir aussi. Moi, j'ai grandi avec une grand-mère paternelle qui était extrêmement engagée
qui a dévoué toute sa vie aux femmes, qui a créé la coopération féminine en fin des années 60. Elle s'appelait comment ? Micheline Trèves. Oui, je connais son nom. Et qui a, du coup, quand moi j'étais petite, elle est partie faire son allié en Israël, et donc j'allais régulièrement la voir, et elle m'emmenait avec sa voiture, et on allait faire les vestiaires collectives dans les quartiers pauvres de Jérusalem. Elle a ouvert des écoles pour les enfants en difficulté. Tout ça m'a énormément, je pense, porté dans prendre soin de l'autre, je pense. Et je pense que quand on est psychologue, on a aussi envie de prendre soin des autres. Beaucoup. Bien sûr. Alors justement, on va pouvoir continuer sur ces histoires d'engagement parce qu'on va avoir le plaisir d'avoir Diana Paola Lévy. Voilà, on va l'accueillir. À l'antenne. Alors, elle est avec nous. Diana Paola, merci. Bonjour. C'est moi qui vous remercie, c'est une joie d'être oui. aux côtés de Rachel, Coralie. On fait le lien avec Rachel qui venait de nous parler de sa grand-mère qui était très investie en Israël, oui. Micheline Trèves, et du coup c'est une très belle transition puisque Diana Paola, l'idée c'était que vous puissiez témoigner du merveilleux voyage qui a eu lieu les 25 et 26 mai dernier. Et que vous avez organisé en Israël. Et que vous avez appelé 55 heures. Exactement, 55 heures, je dirais, de transmission, et je pense à la grand-mère de Rachel, de joie et de partage, parce qu'on a à la fois visité les institutions Viso, on a inauguré une crèche à Beersheva, qui est la crèche Eliane et Michel Spring, on a été voir la crèche de Holon, le lycée Maillard-Rosenberg, où tous nos donateurs en 2019 avaient beaucoup donné, de 18 € à 100 000 €. Ça a été le premier point, nos institutions Viso. Puis après, il y a eu des partages, des hommages, dans le respect de chacun, de chacune, très, très, très émouvant, mais dans la joie. On dansait, on chantait après quelques larmes. Et puis, ce que j'appelle la diplomatie. La diplomatie dans l'action sur nos sujets qui nous tiennent à cœur. Coralie, vous savez bien, avec votre équipe Viso à Vivre, les sujets qui nous tiennent à cœur, à savoir les violences faites aux femmes dans notre communauté, mais aussi quel pont on pourrait envisager avec beaucoup plus d'action sur les violences psychologiques et morales qui sont le guet. Donc, on a eu la chance d'être reçus par différents grands rabbins d'Israël, l'ambassadeur d'Israël, de France en Israël, mais également Tati Bisraor. Donc, c'est vrai qu'en 55 heures, on a dormi 8 heures au total sur les 2 jours. Mais ô combien enrichissant, et puis pour surtout libérer la parole des femmes qui sont vraiment actrices d'un avenir meilleur aux côtés des hommes. Combien vous étiez de Viso France à avoir été présente? Et puis je crois que vous avez rassemblé aussi des femmes sur place. Exact, parce que pour nous, la Viso, c'est 250 000 femmes dans le monde, mais on a également 14 sections francophones. Donc nous étions 41 femmes et hommes, puisque le voyage était mixte. Bravo. Comme le Shabbat que nous organisons d'ailleurs les 18 et 19 novembre à Paris. C'est un Shabbat saint qu'on fait dans la transmission et la joie. On était 41 et puis une dizaine de femmes francophones. Ce qui était sympathique, c'est qu'on avait des personnes qui venaient chez l'ambassadeur à la résidence où nous étions reçus, puis qui étaient Holon, puis qui repartaient parce qu'elle connaissait le Kotel à Jérusalem. C'était convivial, puissant, et puis tout le monde se lâchait en réalité. On est rentré dans l'intimité de chacun très vite, avec beaucoup de respect et de bienveillance. J'allais dire de sororité, non, parce qu'il y avait des hommes, mais elle était là. Même les hommes étaient ultra bienveillants. Parfait, merci beaucoup. C'est magnifique, hein, c'est un très beau voyage et merci de l'avoir partagé avec nous, Diana Paola Lévy. Un mot de la fin, Coralie? Merci infiniment, Rachel, pour ce témoignage. Allez tous écouter son podcast. Parcours, parce qu'on a tous besoin d'être sensibilisés sur le sujet de la PMA et on connaît vraiment pas toutes les trajectoires de vie qui se cachent derrière. Donc allez l'écouter et c'est vraiment un travail de qualité. Merci encore. Merci à vous. Merci Rachel Trèves, merci Coralie Abraham-Palti. À très vite sur Radio J. Merci. Au revoir. Merci. Bravo.